j'ai détesté Split Fiction, mais genre vraiment. Pour rappel, Split Fiction vous propose de jouer en écran splitté à deux dans le même jeu en temps réel, dans une aventure où vous plongez d'une histoire à l'autre de deux écrivaines en devenir qui vont devoir lier leurs forces et apprendre à s'écouter et s'apprécier pour sortir de ce marasme. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le jeu est plutôt mal écrit et raconte justement qu'un grand méchant veut voler les idées des autres. On est plus ou moins tous d'accord pour dire que le scénario n'est pas très malin et que le tout est pas très bien écrit, ce qui est paradoxal vu le propos. Et pourtant, le gameplay, la proposition a beaucoup séduit. Si Hazelight est officiellement un studio indépendant, ses moyens le rapprochent des productions majeures. Le concept, rodé sur It Takes Two, s'appuie sur l'expérience acquise lors du développement de A Way Out, qui avait bénéficié de 4 millions de dollars d'investissement. La présence d'Electronic Arts à l'édition confirme que, malgré son statut, le studio de Joseph Fares dispose de ressources bien supérieures à la moyenne du secteur indépendant. It Takes Two est estimé autour de 15 millions et Split Fiction du double. C'est clairement pas indépendant en vrai. Mais alors pourquoi ça m'embête de trouver ça nul alors que tout le monde semble l'adorer? Je pourrais m'en fiche, faire avec, après tout ça arrive, mais déjà c'est mon travail d'analyser les jeux et même si je peux avoir de vraies dissonances avec d'autres joueurs, ça n'est pratiquement jamais avec autant de décalage. Vraiment là, le jeu, je le déteste. Ces personnages lisses et insupportables qui parlent comme des ados écrits par de vieux adultes, son gameplay absolument jamais exigeant, lisse lui aussi, sans aucune exploration, découverte, juste en ligne droite avec des idées toutes les 5 minutes qui s'éteignent en autant de temps, des clichés partout, des bons sentiments bien américains, des collisions absolument pas maîtrisées, et l'absence totale de réflexion ou presque, j'ai détesté. Et honnêtement au début, ça m'inquiète. Est-ce que je suis en train de devenir un vieux con? D'habitude je suis super bon public, peut-être même trop, alors quoi, on n'a pas joué au même jeu? Et ça me ressemble pas d'être comme ça. Donc, j'ai cherché à comprendre. Et la solution, elle ne vient pas du jeu mais de deux autres endroits, dans la psychologie et dans notre cerveau. La première cause, c'est la saturation cognitive. Hazelight est une philosophie, une idée de gameplay toutes les 5 minutes. Pour beaucoup, c'est génial, mais pour d'autres, c'est une agression cognitive. Notre cerveau a besoin de cycles d'apprentissage. Découverte, maîtrise, récompense. Ici, on ne maîtrise rien, on survole tout. À force de jeter une mécanique avant même qu'on ait pu l'apprécier, le jeu crée une frustration inconsciente. On n'est plus acteur, on est sur un tapis roulant constant qui va trop vite pour certains, et il n'y a aucune autre récompense que le prochain gameplay proposé. Il n'y a pas vraiment de découverte autre que celle qui est constamment sous notre nez. La deuxième cause, c'est la dissonance cognitive, et c'est là que le bât blesse sur l'écriture. Le cerveau analyse des personnages écrivains, donc censés être complexes, profonds, mais reçoit des dialogues d'ados clichés. Ce décalage crée une dissonance cognitive. L'esprit critique ne peut pas suspendre son incrédulité, parce que le jeu vend de la profondeur tout en restant d'une platitude absolue. Cette différence entre l'attente et le résultat repousse immédiatement. La troisième cause, c'est le seuil de tolérance aux bons sentiments. Quand on étudie le jeu vidéo depuis des années, on développe une résistance aux structures narratives classiques. Ce que les autres voient comme mignon ou feel good, le cerveau peut l'analyser comme une manipulation émotionnelle un peu grossière. Les bons sentiments à l'américaine activent alors une alarme, le cerveau refuse d'être pris pour un imbécile, l'exigence de cohérence se met en marche et c'est là qu'on devient réellement exigeant. Ce n'est pas toujours handicapant, cela dépend complètement des gens. Moi par exemple, clairement, c'est le modèle des belles valeurs américaines très lisses qui m'embête. Mais ça peut être le cliché d'Heroic Fantasy, la noirceur de certaines écritures dans d'autres œuvres, ou par exemple ces gens qui vous disent qu'ils trouvent que Star Wars, c'est ridicule. C'est sans aucun doute basé sur le même seuil de tolérance qui déborde. Quatrième cause, j'ai joué avec quelqu'un qui avait les mêmes connaissances et la même exigence que moi. D'habitude, dans ce genre de jeu coopératif, il peut y avoir un transfert. Si tu joues avec quelqu'un de plus bon public, tu peux finir par vivre le jeu à travers ses yeux, par procuration. Son enthousiasme vient compenser ton cynisme et l'expérience s'équilibre. Mais là, j'ai joué avec quelqu'un qui a exactement le même bagage, les mêmes connaissances et la même exigence que moi. Résultat, on n'a pas seulement partagé le jeu, on a amplifié nos symptômes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la co-rumination. Au lieu de se laisser porter par l'aventure, on a passé notre temps à valider mutuellement nos dissonances. Chaque dialogue cliché, chaque mécanique survolée, devenait une munition de plus pour notre rejet. À deux, le sentiment de malaise n'est pas juste doublé, il est exponentiel. On était enfermé dans une bulle de lucidité qui rendait le spectacle en face de nous encore plus insupportable. Ce que tout cela cause est assez dingue. Quand une œuvre vise des émotions frontales, elle réduit volontairement l'ambiguïté. Or, l'ambiguïté, c'est ce qui nous permet à chacun de projeter sa propre sensibilité. Moins il y en a, plus le spectateur ou le joueur est contraint d'adhérer ou de résister. Quand l'adhésion se fait, l'effet est amplifié. Le joueur se sent compris, accompagné, parfois même valorisé émotionnellement, d'où le fait qu'on puisse se sentir touché par une œuvre. A l'inverse, si le joueur ne partage pas cette sensibilité, la même intensité devient envahissante.
Le cerveau perçoit alors une dissonance émotionnelle, on lui demande de ressentir quelque chose qu'il ne ressent pas. Cette dissonance peut produire de l'irritation, du rejet, voire un malaise physique léger. Vraiment, on peut avoir de la tension, de la fatigue, de l'agacement. L'œuvre fait exactement ce qu'elle cherche à faire, mais elle le fait de manière directionnelle, pas inclusive. Elle ne laisse pas beaucoup d'espace pour une réception distante, ironique ou neutre. Au cinéma, on a ça dans le cinéma de Lars von Trier par exemple. Et maintenant qu'on y pense, c'est vraiment des gens souvent cités entre groupes de potes, où les débats sont tendus et où il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Je sais pas comment tu fais pour aimer ça ». Ça dégoûte, ça repousse, et maintenant, vous savez pourquoi, et c'est fascinant.